Merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, je vais vous parler de. Donc, Lars a parlé de tas de choses qui sont très. Il a fait une superbe introduction. Enfin, et je vais essayer de vous parler d'une expérience plus personnelle, en fait. Et puis, d'une idée qu'on essaie de développer depuis maintenant à peu près 5 ans. Et qui est en train de cristalliser dans cette mission Bougainville. Donc, le titre de mon exposé, c'est Mission Bougainville, la marine s'engage pour le vivant. Et engage aussi, comme vous allez voir. Et donc, oui, donc j'aime bien, en fait, j'aime bien regarder toujours cette image qui date d'un peu plus de 50 ans, hein, en fait, où on s'est aperçu qu'on vivait vraiment non pas sur la planète Terre, mais sur la planète mer. Et aussi cette image-là qui est très, très frappante, que, bon, bien sûr qu'il y a une mer qui recouvre la plupart de notre planète, mais qui, si on la met dans une boule, dans une sphère, en fait, c'est une toute petite. Est-ce que vous voyez ma souris sur l'écran? Oui. Ouais, d'accord. Donc, c'est une toute petite sphère de 1400 km de diamètre. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, l'océan est une fine, fine pellicule d'eau. Et la plupart, et bon, et l'eau est presque équivalent à la vie, hein, sur Terre. Et donc, la plupart de la vie, en fait, est concentrée dans cette sphère d'eau qui contient la plupart du vivant de la biosphère. Donc, en fait on vit, et cet écosystème s'appelle le plancton. Donc, je pense qu'on peut vraiment dire quand même qu'on vit sur une planète plancton. Et la Terre n'est pas bleue, en fait, elle est bleu-verte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait. Donc, l'image cette image de la Terre, en fait, la Terre bleue, c'était il y a 50 ans. Et il y a 20 ans, on a commencé à mesurer la couleur de l'océan avec des satellites, avec le premier satellite qui s'appelait SeaWips, lancé par la NASA. Et donc là, on s'est aperçu que cette eau, en fait, était pétrie de vivant. Et donc ça, c'était vraiment magnifique. Et on a commencé à pouvoir mesurer que, en fait, cette eau vivante produit la moitié de l'oxygène, qu'elle soutient bien sûr toute la vie marine, qu'elle régule le climat, qu'elle absorbe une énorme partie de la chaleur et du gaz carbonique généré par les activités humaines, et en fait, oui, c'est vraiment cet écosystème qui a été le moteur de la mise en place de la biogéochimie du système Terre. Il faut savoir, donc, entre 10 et 100 milliards d'organismes dans chaque litre d'eau de mer, donc dans ce système hyper dynamique qui est vraiment je sais pas, le système sanguin et pulmonaire de la planète, on peut dire, avant l'apparition des écosystèmes terrestres. Et donc, si on s'approche de ce microbiome, en fait, déjà, bon, c'est absolument magnifique. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très important, je crois. C'est vraiment un choc émotionnel. Et puis, on n'a pas eu du tout. Donc, la grande difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de mesurer ce vivant. Parce que, comme l'a montré Lars, en fait, une des grandes réussites de l'océanographie, c'est les flotteurs Argo. Donc, il y a déjà eu les satellites. Comme je vous ai montré cette image satellite de la Terre. Donc, depuis à peu près 20 ans, il y a plusieurs produits satellites qui permettent de mesurer toutes sortes de paramètres de l'océan, surtout de la surface, hein, la couche de surface de l'océan, mais qui est assez faible en résolution pour la biologie. Pour la biologie, on voit de la couleur, en fait, et différentes longueurs d'onde du spectre qu'on essaye d'interpréter, mais c'est comme si on voyait juste des forêts en différentes couleurs. Et alors après, à peu près à la même époque, en fait, donc a commencé ce programme des bouées Argo, qui est magnifique, et Lars a montré l'évolution dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 4000 flotteurs Argo qui sont dans tous les océans, qui vont jusqu'à 2 km de fond, qui font ces profils, et qui mesurent la température, la salinité, la courantologie et des paramètres bio-optiques pour certains d'entre eux, mais pas du tout pour toute la flotte, en fait, hein, juste pour certains. Et donc, ces paramètres bio-optiques, c'est la chlorophylle, c'est aussi des mesures un peu très globales, en fait, surtout du phytoplancton, qui est qu'une toute petite partie de ce plancton. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, avec 20 ans de données, hein, il y a plus de 2 millions maintenant de profils verticaux sur 2 km, et ben là, on commence à vraiment avoir des modèles très, très sérieux de la chimie et de la physique de l'océan global. Donc, on n'a pas du tout l'équivalent encore en biologie. Et en fait, je pense que c'est vraiment la question de l'océanologie et pas justement de l'océanographie.
Et en fait, une personne qui a apporté énormément, c'est ce monsieur-là qui a vécu dans le début du 19e siècle, qui s'appelle Sir Alister Hardy, et qui a inventé de façon absolument géniale, je trouve, ce Continuous Plankton Recorder. C'est donc un instrument que vous voyez ici à droite, qui est tiré derrière des ferries, qui est une toute petite ouverture ici. Donc, il est très solide et qui mange de l'eau, enfin, un petit flux d'eau. Et après, il y a un système de poulies, en fait, avec la traction du bateau, qui fait qu'il y a deux bandeaux de soie qui vont capturer le plancton. Le plancton va se coller sur les soies, va être emprisonné entre ces deux bandeaux de soie, et puis va se mettre dans un compartiment qui contient du formol. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est tellement bien pensé, cet instrument tellement solide, tellement robuste, que cet instrument est tracté derrière des ferries depuis les années 48. En fait, ça fait presque. Et il a été inventé en 1931, donc ça fait presque 100 ans déjà d'utilisation de cet instrument, ce que je trouve absolument remarquable. Donc là, ici, vous voyez, alors par contre, c'est assez localisé quand même dans l'espace. La plupart des mesures sont vraiment dans l'Atlantique Nord. Mais maintenant, les bateaux ont tiré cet instrument sur un équivalent de 326 circumnavigations, donc tour du monde. Et alors, bon, c'est un très, très bel instrument. Vraiment, c'est la seule archive, je pense, à long terme, sur cette échelle temporelle qu'on a du microbiome océanique. Par contre, bon, les soies ont une maille de 300 microns. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui vont passer la plupart, en fait, du microbiome est plus petit que 300 microns. Aujourd'hui, on le sait. Donc, on perd quand même la majorité du vivant. Et puis après, c'est préservé dans la formaline, dans le formol. Donc, les organismes sont quand même pas très bien préservés, sont assez difficiles à analyser. Et il n'y a pas encore de méthode, je crois, automatique. Donc, c'est vraiment fait par des gens à la main, en fait, qui regardent l'information. Donc, c'est quand même assez compliqué. Alors, ce qu'on a fait, nous, et d'ailleurs, donc les équipes, il y avait des équipes de la station de Roscoff, de Villefranche et de Banyuls également, et puis après toute une équipe internationale autour de ce petit monsieur ici, Éric Carcentier. Eh ben, on avait commencé cette océanographie à la voile, et pour essayer de voir pour essayer de comprendre la complexité du vivant dans le plancton, dans son contexte, dans le contexte physico-chimique, donc dans la matrice physico-chimique. Et donc, on avait sur le bateau, sur la goélette Tara, équipé cette goélette avec des filets, des systèmes assez simples en fait, pour compartimenter les différentes fractions de taille du plancton. On avait fait un petit laboratoire dans ce petit, donc sur le bord, on avait fait un petit laboratoire pour filtrer le plancton. Et en fait, on avait mis, donc ça c'était en 2008, on avait inventé un protocole holistique donc pour voir vraiment tout le plancton, des virus jusqu'aux animaux, avec toute aussi une série de paramètres physico-chimiques et contextuels de l'océan. Et donc, dans ce programme qui s'appelle Tara Océan, on avait en effet, voilà, donc on a regardé tout le spectre de vie. Hein. On a après capturé de la biomasse du plancton dont on peut extraire l'ADN et l'ARN pour reconstruire des génomes, pour voir les gènes qui sont exprimés par ce plancton. Et puis après, comme a montré Lars, toute une série aussi, on avait mis toute une série d'instruments d'imagerie automatique qui va du flowcytomètre à une nouvelle méthode qu'on avait inventée, au flowcam, au zooscan, à l'UVP, qui permettent de voir un peu l'ensemble aussi du spectre du vivant et de reconnaître une partie de ces organismes. Donc, avec ces méthodes de génétique et d'imagerie automatique, on a fait un survey global de l'océan planétaire sur tout le spectre du vivant, et on a eu un énorme succès parce que c'était la première fois qu'on regardait en fait un système complexe à l'échelle planétaire et sur tout le spectre du vivant. Donc, on a fait beaucoup de publications. Maintenant, je crois qu'on en est à 130 publications. On a fait dans beaucoup de très, très bons journaux. Tout simplement parce qu'on était les premiers à faire cette exploration. Il n'y a personne qui l'a fait, en fait, sur aucun autre écosystème, parce que c'est très difficile de faire ça sur des forêts, sur des récifs coralliens. Le plancton, l'avantage, c'est que justement, tous les organismes c'est un système continu et qui fait du sens complet. Mais les organismes sont au maximum quelques millimètres. Donc et il n'y a pas tellement de structures inorganiques complexes, donc on peut collecter en fait tout l'écosystème.
Donc, comme a montré, oui, non, ça, Lars en a déjà parlé. Donc, ça, c'est. Et comment est-ce qu'on représente maintenant l'écosystème aujourd'hui? Je pense, alors, la beauté maintenant, c'est qu'on a aussi justement des méthodes d'analyse de toute cette complexité. Et en fait, de plus en plus, on voit maintenant ces écosystèmes sous cette forme-là, comme vous voyez ici. Ça c'est une représentation d'un écosystème. Vous voyez en fait les interactions. Là, vous voyez les interactions de coprésence et en rouge, en fait, les lignes rouges, mais on ne voit pas très bien, mais c'est les relations d'exclusion. Et ici, vous avez une représentation en fait, de l'interactome global, donc de tout le réseau du plancton, basé sur ces méthodes de co-abondance ou de co-occurrence, des méthodes statistiques, des méthodes de graphes. On représente de plus en plus en fait, la complexité du vivant sur ces graphes, où vous pouvez mélanger tout. En fait, vous pouvez mélanger des gènes, par exemple, marqueurs des virus, des petites cellules qu'on appelle des eucaryotes, des protistes, des animaux. Et puis aussi, vous pouvez injecter dans ces réseaux en fait, des paramètres abiotiques, comme la salinité, la température. Donc, vous pouvez, on commence à avoir des objets en fait, pour regarder, pour voir, pour modéliser, pour entrer dans cette extraordinaire complexité. Et bon, c'est le tout début en fait, de cette science de la complexité du vivant. Et alors, donc c'est très complexe, hein, le vivant est très 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 complexe. Donc malheureusement, je crois pas du tout qu'on a encore la capacité de faire ces mesures sur des instruments automatiques, comme des flotteurs ou comme on est loin, on est très très loin de ça encore, je crois. Comme on a pu le faire avec les satellites ou les bouées ergo pour des paramètres physiques ou chimiques. Et en plus, bon, l'océan, ce qu'on appelle le seascape par rapport au landscape, est incroyablement dynamique, change beaucoup, change très vite avec le climat, avec les impacts climatiques globaux. Et donc, comme vous voyez, sur Tara Océan, on a fait juste une mesure, on a fait un espèce de snapshot de la complexité de cet océan vivant. Et maintenant, là, on est face à ce problème gigantesque de la complexité du vivant et de la complexité de la dynamique physique de l'océan. Donc, face à ce problème, personnellement, je me suis, en 2015, je me suis vraiment posé la question de comment est-ce qu'on pouvait aider à aller dans la complexité. Et donc, on était contacté par beaucoup de voileux, de gens qui font du bateau à voile. Et donc, il y a à peu près 5 à 10 000 bateaux à voile qui parcourent à tout moment les océans de la planète. Et vous avez aussi tout un réseau alors extraordinaire, hein, et en fait, ça, c'est la globalisation. Hein, 90-15% de toute l'énergie de la planète est transportée par des bateaux, par des cargos. Donc, il y a plus de 50 000 cargos sur la planète. Ça c'est vraiment, c'est notre société. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, tout est là. Hein, c'est dans ces cargos que repose l'humanité, en fait, encore par la mer, pas par les avions ou les camions ou les voitures. Et puis, il y a à peu près aussi 50 000 bateaux de pêche dans l'océan. Donc, il y a quand même plus de 100 000 embarcations qui parcourent constamment l'océan et qu'il faudrait vraiment pouvoir utiliser aussi, pas que pour la société de profit planétaire, mais aussi pour peut-être comprendre un petit peu comment notre planète marche. Donc, on a monté une petite équipe qui s'appelle Plankton Planet, avec différents visages que vous voyez ici. Je remercie profondément toutes ces personnes alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est très éclectique. Ici, il y a Roberto Casati, qui est le directeur de l'Institut Jean Nicot, qui est un philosophe, qui vient d'écrire une philosophie de la mer. Il y a Gilles Mirambeau, qui est un virologue, qui a étudié beaucoup le virus du sida. Il y a Manu Prakash, qui est un professeur à Stanford, qui est un peu le maître à penser de la science frugale. Il y a Romain Troublé, qui est le directeur de la Fondation Tara Océan, et différentes personnes. Et là, je crois que le commun entre toutes ces personnes, c'est que on est tous passionnés par l'océan et par les bateaux aussi, je pense. Et donc, on a essayé de formuler une vision et une mission à ce projet. Donc, la vision, c'est vraiment de mettre ensemble la créativité et l'envie d'explorer des marins et des gens de mer qu'on appelle les citizens, des makers qui sont une nouvelle génération d'ingénieurs en fait qui n'ont plus envie de travailler pour la société productiviste ou je sais pas, juste pour le biomédical, mais qui ont envie vraiment
de s'engager dans une construction d'instruments frugaux, partageables, pour que tout le monde puisse avoir accès en fait, à la connaissance scientifique, et pas seulement les gens de l'académie, mais aussi les gens qui en ont vraiment besoin pour comprendre leur écosystème. Et puis des chercheurs qui sont… Et tout ça pour donc, une approche coopérative, globale, très important, et à long terme, d'une mesure du microbiome aquatique. Et donc, la mission de Plankton Planet est de co-développer une suite d'instruments qui sont modulaires, qui sont basés sur les mêmes principes, en fait, qui sont pas chers, qui sont frugaux, qui sont assez faciles à utiliser, solides, et qui permettent de mesurer le microbiome à l'échelle planétaire. Et l'idée aussi, c'est que les données produites par ces instruments, en fait, soient partagées immédiatement, sans passer par le processus pénible et long de la publication, en fait, soit vraiment mis directement à la disposition des citizens. Et donc, en 2015-16, on avait fait une preuve de concept en mettant juste un petit kit pour collecter l'ADN tout simple avec un petit filet à plancton, une petite possibilité de faire des galettes de biomasse de plancton sur plein de bateaux à voile. Enfin, pas beaucoup parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais ce qui était assez sympa, c'est qu'on a demandé justement à une vingtaine d'équipages, en fait, essentiellement bretons. Et vous voyez le trajet de ces bateaux à voile ici sur cette carte. Et on a demandé donc à tous ces équipages de faire ces petites galettes de plancton et de les sécher en fait sur la poêle du bateau, parce que tous ces bateaux ont une petite cuisine, et de nous les envoyer dans des petits sacs comme ça, avec un petit dessiccateur, et de nous les envoyer par le courrier, la poste classique. Donc on recevait des lettres de Tahiti, de Nouméa, je sais pas, d'une île en Arctique. C'était assez touchant en fait comme expérience. Et on a séquencé tout ça, on a extrait l'ADN de ces biomasses, on a séquencé des barcodes qui permettent de dire quel organisme est là. Et en fait, on a eu un set de données qui est absolument remarquable, planétaire, quasiment gratuit, et on l'a comparé aux données qu'on avait fait dans Tara Océan, et c'était de la même qualité. Donc, on était ravis avec cette expérience, qui était un peu une preuve que ça peut marcher. On a été vite débordé en fait, par l'envie des gens, des bateaux, des voileux qui plein de gens voulaient participer, on n'avait pas les moyens en fait, de les équiper. Sur ça, on s'est dit aussi justement que bon, l'ADN c'est très bien, mais donc là on a un protocole qui marche. Le problème c'est que non, c'est très très beau, on va continuer à faire ça, mais on doit séquencer ce matériel et le séquençage est quand même toujours assez cher. Ça doit être centralisé. Bon, les données arrivent aussi après coup, et en fait les gens qui participent n'ont pas un moyen un peu direct de voir un peu ce qu'ils font, et donc on a développé aussi un système d'imagerie frugale qui s'appelle le planctoscope, développé entre voilà, toutes ces différentes équipes là, qui ont participé à ce développement. Et on arrive finalement à un bel instrument là. Alors la première version était qu'on appelle le Toblerone, était celui-ci. Donc c'est vraiment Thibaut Paulina qui a été l'inventeur du hardware de ces machines. Et donc là, nous avons… alors l'idée, c'était de faire de la modularité, de manière à ce que l'instrument puisse aussi être changé assez rapidement, de mettre les plans en open source, et puis d'utiliser des matériaux pas très chers. Et donc là, vous avez un Arduino, donc un petit ordinateur qui va contrôler le microscope. Mais ce premier microscope était assez génial, mais était beaucoup trop complexe pour ce qu'on veut faire, en fait. Donc après beaucoup de travail, on est arrivé à ce planctoscope version 2.5. Ça, c'est une version encore, c'est la version intermédiaire. Et maintenant, aujourd'hui, il ressemble à ça. J'ai pas de photo, mais il commence à être vraiment solide. Et donc, on a maintenant une petite caméra à plancton en flux et qui permet de prendre des dizaines de milliers d'images d'un échantillon de plancton. Et donc, dans le microscope, après, de détourer ces images, de les repérer et de les injecter dans les systèmes d'analyse de l'image automatique, comme a montré Lars. Donc, on a maintenant un planctoscope là, qui est en voie de stabilisation, qui est en test dans plusieurs laboratoires et qui permet vraiment ce qui est beau, c'est qu'il est tout petit, il est très maniable. On l'a comparé, je vous montrerai plus tard une étude qu'on a fait. On a aussi développé des nouveaux instruments pour récolter le plancton sans s'arrêter sur les bateaux à voile. Ça, c'est très important parce que les bateaux à voile détestent s'arrêter. Et cet instrument dont on a le diodon, là, dont je vous parlerai.
Donc, des instruments aussi pas chers pour collecter et concentrer le microbiome océanique. Et puis, donc oui, ça c'était un premier test d'un kit complet avec le filet rapide et le planctoscope à bord de Tara, qu'on a fait au début de la mission Microbiome, qui est la mission en cours de Tara, lors de la traversée de l'Orient à Punta Arenas. Et donc là, on a un papier qui est en voie d'être accepté à Frontiers, où on compare en fait le planctoscope à des instruments classiques. Il y a un instrument qu'on appelle le FlowCam, qui est classiquement utilisé, et qui coûte 60 000 €. Et nous, notre planctoscope, en pièces, il est à moins de 1 000 €. Donc, c'est quand même assez… Et il est beaucoup plus petit, beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à emporter sur le terrain. Donc, on a fait ici une comparaison en fait, du FlowCam au planctoscope. On a démontré que le planctoscope produisait des données tout à fait équivalentes à celles du FlowCam et permet de faire vraiment un monitoring, un surveil de la biodiversité du microplancton. Alors voilà, c'est là qu'intervient Louis-Antoine de Bougainville. Et donc, à la mémoire de ce grand en fait, le comte de Louis-Antoine de Bougainville était un scientifique, un mathématicien et aussi un marin de la Marine nationale. Et donc, il a fait en fait ce premier tour du monde français. Il a écrit ce livre, Le voyage autour du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était scientifique et marin et militaire. Et donc, il a armé en fait un bateau de la marine avec des scientifiques pour aller explorer le monde. Et il est tombé complètement amoureux de Tahiti. C'est lui qui a pu inventer le mythe du bon sauvage, etc. Et donc, là, la marine aujourd'hui, elle est très différente de cette image-là d'Épinal. Mais j'ai eu la chance, en fait, à travers François, de rencontrer les deux capitaines en fait, du navire de l'Institut de l'Océan. Et donc, Christophe Prasuc, et Christophe était amiral dans la marine. Et donc, et puis maintenant, donc, amiral du bateau de l'Institut de l'Océan, qui est en fait une énorme force de frappe. Moi, je ne me rendais pas compte que Sorbonne, en fait, était aussi importante en sciences de la mer en termes de nombre de chercheurs, 1500 chercheurs, ingénieurs et techniciens sur les sciences de l'océan. Donc, c'est vraiment en fait la plus grande, probablement, force marine dans le paysage français. Et Christophe nous a mis en contact en fait avec la marine et ce beau bateau le Rhône avec lequel on a fait une petite expédition au large de Brest en décembre passé et sur lequel nous avons testé justement cette nouvelle façon de prélever le plancton. En fait, tous les gros bateaux en fait ont ce qu'on appelle le sea chest, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un endroit en fait où là on est sous le Rhône et où l'eau est capturée par le bateau pour refroidir les moteurs, pour les pompes à incendie, etc. Et donc, quand on met cet instrument, le diodon, dans la salle des machines, en fait, on n'a pas besoin de pomper, l'eau arrive parce qu'on est sous la surface de l'eau. Donc, on peut facilement, avec ce procédé très simple et très bon marché, en fait, concentrer des mètres cubes de plancton. Et ce qu'on a vu là, ce qu'on était très content, c'est que le plancton, en fait, avec aussi un autre petit microscope qu'on a construit, qui s'appelle le Curiosity, qui permet juste de voir le plancton de manière très facile, c'est un microscope numérique. On a pu voir en fait que la qualité du plancton dans ce diodon était excellente, était même meilleure que celle prélevée par des filets à l'arrêt, très très doucement. Ça, c'est essentiellement le travail d'une étudiante qui était en stage à Roscoff, Clara Trélu. Et après, nous avons… donc, on a réfléchi un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, la marine était… Oui, ce qui était très touchant aussi dans cette expérience, c'est qu'on a montré le soir, on a fait une séance de visionnement du plancton sous le bateau, en fait, dans le ventre du bateau, aux marins, et les marins étaient en état de choc. Parce qu'en fait, c'est des gens qui adorent la mer, qui travaillent sur la mer, qui protègent les océans, et le pays, la France, bien sûr, mais et là, ils ont réalisé en fait qu'ils étaient sur une soupe d'organismes absolument extraordinaires. Donc ça, c'était vraiment très, très, très touchant. Donc, c'était une très belle expérience humaine. Et donc, on s'est dit, allez, allons-y. Et on a la chance, donc, avec cette histoire de la marine française,
qui a commencé enfin, avec Bougainville et toute la suite, ben, d'avoir tous ces territoires extraordinaires. Donc la France planctonique est 20 fois plus grande que la France terrestre. On a la deuxième zone, juste après les États-Unis, on a la deuxième zone économique mondiale. Donc en fait, on est un des plus grands pays de la planète hein, avec ça. Et surtout, contrairement aux États-Unis aussi, ces territoires sont très très bien répartis sur la carte du monde. Donc c'est quand même une opportunité extraordinaire pour nous. Et donc on est en train de monter ce projet pilote de ce qu'on appelle la mission Bougainville. Et on va essayer de s'amuser avec 3 BSAM, c'est les bâtiments de soutien et d'assistance de la marine. Un à La Réunion, l'autre en Nouvelle-Calédonie et l'autre en Polynésie française. C'est des bateaux qui se ressemblent toujours un peu, hein, comme l'Euro. Ici, vous avez le Champlain, je vais vous montrer d'autres images là. Et donc, ce qui est beau dans cette région, c'est que, alors, ce qu'on va faire également, c'est qu'on l'armée va créer en fait des postes de volontaires aspirants qui seront engagés, qui sont formés à Villefranche et à Roscoff, puis à l'école navale, et qui seront engagés en qualité d'officier biodiversité, donc un nouveau grade de l'armée, si vous voulez, pour aller mesurer le microbiome de manière frugale. Donc, nous aurons 4 volontaires aspirants en 2023-24 et 6 en 2024-25. Et puis, on va essayer dans ce premier projet, en fait, pour faire une espèce de preuve de concept, comme on l'avait fait avec l'ADN précédemment, de répondre à des très belles questions sur le fonctionnement de l'océan. Et notamment, vous avez dans toute cette région-là, en fait, dans les régions couvertes par ces bateaux, 140 îles. Donc, c'est assez extraordinaire hein, d'avoir toutes ces îles depuis, vous voyez, des zones assez subantarctiques jusqu'à l'équateur et dans les tropiques, sur tout le bassin Indo-Pacifique. Donc, en fait, on s'est dit, c'est vraiment un endroit idéal pour tester ce qu'on appelle l'effet d'île sur le microbiome. Et je vais vous expliquer un tout petit peu. Et puis après, une deuxième question à laquelle on aimerait bien répondre, c'est l'effet des migrations verticales sur le zooplancton. Donc, cet effet d'île, ça, c'est vraiment issu de discussions avec Guillaume Bourdin, qui est un des contributeurs de Plankton Planet dans l'équipe d'Emmanuel Boss, dans l'University of Maine. Et en fait, les îles, ce qui est assez frappant, en fait, quand on regarde une carte de l'océan, c'est que l'océan est constellé d'îles, et ces îles ont un effet incroyable sur l'océan, puisqu'on peut passer d'un océan complètement oligotrophe. Ça change la courantologie, il y a des upwelling, il y a beaucoup de minéraux qui voyagent par les aérosols, donc qui fertilisent l'océan. Vous avez aussi du runoff, du lessivage en fait par l'eau douce. Et donc il y a toutes sortes, en fait, ces îles ont un vrai impact radical sur la biologie de l'eau de mer. Et ce qui est très intéressant, c'est que Guillaume Bourdin, qui est en train de réaliser sa thèse en fait sur cet effet d'île avec toutes sortes de données satellites. Et ça, je ne pourrais pas vous expliquer en détail, mais en fait, il est en train de prendre plein de produits satellites et d'essayer de revisiter en fait l'effet d'île. Et il est en train de découvrir, en fait, vous voyez ici, ça c'est une analyse assez complexe de machine learning, en fait. Il est en train de voir, en fait, que vous voyez cette petite île là, qui est Tahiti, aurait un effet absolument gigantesque, toute cette masse jaune ici, est complètement sous-estimée, en fait, aurait un effet sur la biologie de l'océan beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. On a longtemps pensé que les effets d'île étaient assez inféodés autour des îles, et là, Guillaume est en train de voir un impact beaucoup plus massif en termes d'espace d'espace géographique. Et on a commencé à pouvoir tester ça avec Tara, et il semble que ça soit vrai, en fait. C'est-à-dire qu'on a échantillonné ici, par exemple, et on a vu que, en effet, la biologie était complètement impactée et fondamentalement différente. Donc, c'est une question qui est très, très belle, parce qu'on a toutes ces îles qui pourraient avoir un effet beaucoup plus grand sur le fonctionnement de l'océan. Donc voilà, on est juste au début de ce programme. On va commencer là en octobre à monter toute cette instrumentation frugale à bord d'un bateau ici au large de Brest. Et puis l'année prochaine, on va recruter des étudiants de Sorbonne. Et puis on va commencer à équiper donc les bateaux de la marine. Et donc ça, c'est le Bougainville justement, qui est le bateau, qui est le BSAOM de Tahiti.
Ça, c'est le d'Entrecasteaux, qui est le bateau basé en Nouvelle-Calédonie, mais qui est ici, là, aux Marquises, en fait. Et voilà, de nouveau, le Bougainville, là, qui est donc, bon, déjà, c'est un terrain de jeu absolument magnifique. Et l'idée vraiment de ce projet, c'est que ces capteurs, en fait, c'est de solidifier des capteurs qui soient frugaux. Donc, on ne va pas lâcher. C'est pas parce qu'on va travailler avec la marine là qu'on va lâcher cette question de la frugalité, c'est-à-dire que ces capteurs doivent être bon marché. Et bien sûr, une fois qu'ils sont solidifiés, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas les lâcher sur les bateaux à voile tant que ce n'est pas vraiment béton, sinon ça ne va jamais marcher, parce que les gens vont vraiment laisser tomber, ils vont voir ça. Donc, il faut qu'on solidifie un peu le programme, et là, on a une opportunité énorme avec cette collaboration Bougainville pour vraiment solidifier ces capteurs, et puis après, voilà, commencer à les mettre chez tous les citizens, c'est-à-dire les marins, les voileux, pourquoi pas les gens qui font de la course à la voile, ou alors les pêcheurs. On peut bien sûr l'utiliser dans le milieu côtier aussi, avec tous les gens qui vivent de la mer, en fait, et qui ont souvent besoin, qui aimeraient bien savoir, en fait, quelle est la nature du microbiome. Je vous remercie. Merci, Clément. Des questions? Tu coupes le partage? On te voit en grand. Voilà. J'ai une question. Oui. Je me jette à l'eau. Tu parles fort? Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, bonjour. Le son est peut-être pas très bon. Oui, je vous entends. Ouais. Alors, moi j'ai une question directe et simple. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation, mais comment on fait pour devenir officier biodiversité? Quel est le profil? Alors, François pourra vous répondre aussi. On est en train de monter tout ça, hein, donc c'est très nouveau. C'est un nouveau concept. On pense recruter en fait des étudiants. Alors, on n'a pas encore fait la publicité, enfin on n'a pas encore fait les séances d'information. Donc il faut qu'on monte ça en fait. Donc on va voir. Je pense qu'on va parler à d'ailleurs Lars. Je suis content on doit essayer de toucher les masters qui sont importants. Donc on aimerait toucher les masters en écologie, en océanographie et aussi en instrumentation, c'est-à-dire des ingénieurs. Donc on va voir. On a fait une liste en fait de tous les masters de Sorbonne qui pourraient entrer dans le cadre de ce programme. C'est la première fois que je présente le projet, hein, et je n'ai jamais présenté encore. Donc merci pour cette première. Et puis donc donc après on va sélectionner une douzaine d'étudiants qui vont participer à ce programme oui, non, pour le premier, pardon, c'est 4. Donc oui, on va sélectionner des étudiants, il y aura des interviews, notamment par la marine, hein, parce qu'il faut des gens aussi qui soient solides psychologiquement. Ouais. Donc il y a des tests qui sont faits par Naval, en fait. Et puis après, voilà, les étudiants seront. Mais donc ça sera des post-masters. Je pense que ça sera des étudiants juste avant la thèse. Ouais, soit ça, soit entre le M1 et le M2 en faisant une année de césure. Donc, il faut qu'ils aient au moins un début de formation en océano, voilà. Donc, au moins la première année de master, et puis donc une année de césure où ils vont être formés sur les instruments frugaux là, que Colombo a fait, et formés par la marine pour la vie à bord. Et donc, alors, ça, c'est pas encore fixé exactement la durée de ces formations-là, choses comme ça. On commence à mettre bien ça au carré, quoi. Voilà. Parce qu'avec la marine, il faut que ça soit au carré. C'est très agréable de travailler avec la marine, en fait. Oui. Ils sont enthousiastes à tous les niveaux, c'est-à-dire des marins à bord jusqu'à l'état-major tout en haut, là, ils sont tous enthousiastes là-dessus. Et donc, la coopération se passe très, très bien. Oui. Et donc, voilà, il y aura formation scientifique, formation marin, et ensuite, ils partent pour le reste de l'année sur les bateaux qu'on vous a montrés dans les îles, là, mal. Ce qui est assez sensationnel, c'est qu'on a réussi. Enfin, moi, j'ai rencontré Christophe il y a 1 an, en fait. Hein. C'est allé assez vite, justement, parce que c'est l'organisation de la marine. Et en fait, oui, ce qui est assez sensationnel, c'est que là, on a déjà 10 VOA et ils veulent instaurer ça comme. Donc, on va faire une preuve de concept, mais ils veulent instaurer ça comme un programme à long terme. Donc, la marine, en fait, deviendrait aussi une protectrice du vivant et pour comprendre et protéger les écosystèmes. Ce que je trouve absolument bien. Je pense que si en partie la marine peut, bon, bien sûr, elle nous protège aussi, hein, et on voit bien qu'on en a quand même bien besoin là avec ce qui se passe.
Mais si elle peut aussi participer justement commencer à participer à la protection du vivant, je trouve ça assez remarquable. Du coup, j'aurais une question aussi, Colomban, si je peux me permettre. Donc, merci, très belle présentation. Tes citizens, donc tu les vois comme tu nous l'as présenté, des marins bénévoles, tout ça, mais est-ce que, vu que cette science frugale, est-ce qu'elle peut être accessible pour la coopération et le développement de capacités dans des pays Oui. avec lesquels comme le Sénégal, par exemple, ou en Amérique du Sud Alors, ce qu'on va essayer de faire, en fait, parce que, bon, au début, on a été un peu trop enthousiaste. Donc, on a tout de suite, bon, moi, j'habite en Bretagne et j'adore les marins, parce que je pense que les marins, en fait, les marins, donc, la voile bretonne, c'est la voile un peu vagabonde. En fait, c'est des gens qui partent en mer et qui sont prêts à faire des trucs extraordinaires. Donc, c'est pour ça que ça a marché du feu de Dieu, notre première expédition. Après, je pense qu'on a été un peu trop enthousiaste par rapport à ça, et ce qu'on s'est aperçu, bon, c'est que pour lâcher les choses sur les marins en mer, il faut des instruments il faut des protocoles hyper béton, quoi. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais dès qu'on a des protocoles solides, là, tu vois, ce qu'on va commencer à faire plutôt, c'est travailler par les stations de biologie marine. Donc là, moi, je suis en train de faire une liste de tous les pays qui ont des côtes, et on va avoir des représentants Plankton Planet dans 2-3 stations de biologie marine sur toute la planète. Et c'est très facile parce qu'on a un réseau planétaire. Et à travers ces stations de biologie, mais bien sûr, y compris les pays du Sud, toute l'Amérique du Sud, l'Afrique, et ces pays, après, et je veux dire, et une fois que ces gens qui acceptent cette philosophie, en fait, commencent à faire la mesure avec nos instruments qui ne sont pas chers, pour une station de biologie marine, même un planctoscope, c'est pas cher, eh ben ça sera un peu le job de ces stations marines de voir un peu aussi à quoi ces instruments peuvent servir localement. Par exemple, nous, on a commencé à parler, par exemple, aux gens qui font pousser des huîtres à Oléron. Et ils ont absolument envie de savoir ce que mangent leurs huîtres, en fait. Hein. Ils ont un besoin, mais fondamental, de mesurer, en fait, le microbiome. Et en fait, le problème, c'est qu'on est une société qui est suradministrée, qui est très compliquée, en fait, où la moindre des choses demande des paperasseries. Et souvent, on n'est pas au rythme, en fait, du changement écologique, en fait. Donc là, c'est vraiment une approche très bottom-up, très ouverte, et qui permet… Bon, et je pense que la beauté de cette approche, c'est justement qu'elle n'est pas automatisée, qu'elle ne va pas marcher sur des instruments comme des flotteurs, Argo, et qu'elle fait aussi contribuer, en fait, les gens, qu'elle fait rencontrer aux gens de la mer, qui vivent de la mer ou qui voyagent sur la mer, cette nouvelle jungle. Hein, parce que c'est la question du siècle, c'est le microbiome, en fait. Pendant 3 milliards d'années, il n'y avait que des organismes invisibles sur la Terre. C'est que la dernière tranche du temps où il y a des organismes visibles, des plantes et des animaux qui sont arrivés. Mais je veux dire, la planète, on vit sur la planète microbienne. Donc, on a rencontré les macrobes avec Buffon et tous les grands naturalistes. Là, on est vraiment à l'aube de la rencontre de ce microbiome qui est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus complexe que ce qu'on connaît. Et donc, il y a toute une approche vraiment humaine derrière ce projet, je pense, qui est pour moi complètement fondamental. Je n'arrive plus à penser la même chose après le Covid aussi. Je pense pas, j'arriverai pas à revenir en arrière dans une approche traditionnelle. Merci. D'autres questions? C'est pas facile de poser des questions, mais on a beaucoup parlé de la mesure des moyens. L'objectif, c'est la prise de conscience. Il y a des intérêts, vous avez dit, de produire. Vous pouvez parler un peu plus. Je vous entends pas, en fait. Vous avez beaucoup parlé des moyens, de la mesure, de comment faire pour mesurer. La question que moi je me pose, je vois bien qu'il y a un objectif à long terme, un objectif humain de prise de conscience, connaître ce qu'on doit protéger, quelque chose comme ça. Et puis vous avez parlé d'enjeux à plus court ou moyen terme. Il y a l'exemple des éleveurs d'huîtres. Moi j'aimerais en avoir d'autres exemples. Enfin, je comprends le projet humain à long terme. Qu'est-ce qui se passe entre maintenant et dans 150 ans où on saura mieux dire ce qu'est le plancton, ce qu'est la biodiversité, etc. Bon, pour moi, en fait, clairement, on est en train de comprendre, en fait, que
on est juste, vous savez, on dépense des milliards pour le microbiome humain, n'est-ce pas? On a 10 fois plus de gènes microbiens dans un corps humain que humain. En ce moment, il y a en médecine, en fait, il y a des sommes astronomiques qui sont. On est en train de comprendre en fait que le corps humain est un écosystème. C'est-à-dire, quand on avale des bouffées de microbes. Et puis, on ne pourrait pas… tu sais, si vous faites croître des souris sans bactéries dans leur intestin, elles vont très mal. Elles sont complètement folles. Psychologiquement, ça ne va pas du tout. Elles ont plein de maladies. Elles n'arrivent pas à tenir. Un organisme qui n'est pas microbien est complètement foutu. Donc, en fait, on est en train de prendre conscience que les animaux et les plantes sont un espèce d'épiphénomène qui est basé sur… les microbes ont oxygéné toute la planète. La plupart de l'oxygène qui existe sur Terre ont été produits bien avant l'arrivée des plantes. Il y avait déjà une planète oxydée à 20% d'oxygène avant la moindre plante sur la Terre. Donc la quantité d'oxygène sur la Terre, elle est vraiment due à ces microbes océaniques. C'est beaucoup plus qu'une bouffée sur deux. En général, on dit une bouffée sur deux est due à l'océan. C'est beaucoup plus que ça. C'est 98% de l'oxygène qui est microbien planétaire. Et donc, en fait, on est juste en train de comprendre tout ça. Et donc, en fait, là, je pense qu'on est juste au début d'à peu près de 50 ans, de 40 ans, comme quand, vous savez, quand on a découvert l'atome ou la bombe atomique, on est au début, en fait, d'entrer dans cette complexité. Et il va falloir à peu près 40 ans, 50 ans de mesures systématiques. Alors là, on est au tout début. Et à un moment donné, bien sûr, je pense qu'il y aura des flotteurs qui pourront mesurer les génomes, parce qu'on fait des progrès gigantesques, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, je vois ça un petit peu comme au début, vous savez, du CERN ou de l'EMBL, où on débutait, là, par exemple, il y a eu l'atome, après il y a eu la cellule, mais pour comprendre la cellule, c'était un demi-siècle d'études. Et là, on est face à cette complexité du vivant, donc il va y avoir des nouveaux programmes de planetary biology, de la biologie planétaire, mais c'est pas encore organisé. On n'a pas encore d'institut pour faire ça à l'échelle mondiale, quoi. Et le problème, c'est que je pense qu'on touche aussi profondément justement l'humanité parce qu'on touche le vivant. Et donc c'est plus compliqué, bien sûr, que d'étudier l'atome ou la cellule, quoi. Et surtout, on doit aussi être sur le terrain. Donc ça, c'est magnifique parce que je pense qu'on doit retourner à l'exploration. On n'a pas le choix, on ne va pas pouvoir étudier les écosystèmes dans les labos. Donc, c'est fini, en fait, l'ère des… Il faut qu'on soit sur le terrain, et donc, pourquoi pas y aller tous ensemble pour commencer. Ouais. Parle fort. Oui, excusez-moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous définissez les différents itinéraires, les différents trajets de ces missions-là, pour savoir… Parce qu'on part bien d'un point A pour un point B, on recherche quelque chose de bien précis. Alors, comment est-ce que vous définissez ces différentes trajectoires? Ouais, ça c'est très intéressant parce que d'une part, il faut mettre en route des procédés qui sont frugaux mais qui sont homogènes. Donc après, ça sera à chacun éventuellement de dessiner son plan d'échantillonnage. Mais pour la mission Bougainville, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les données satellites pour voir comment, avec les données justement du spectre de lumière, c'est surtout de l'algorithmique que Guillaume Bourdin là, est en train de faire avec Emmanuel Boss, qui travaille beaucoup avec la NASA en fait, et ils sont en train de revoir tous ces algorithmes. Donc on va être guidé par les satellites. Donc les satellites nous disent en fait, ah tiens, cette île, elle aurait un effet aussi grand que ça. Et donc, avec les bateaux là, qui font de la surveillance, en fait, on va essayer de mesurer, basé sur cette connaissance satellitaire, pour voir si ça correspond à la réalité. Donc, voilà, c'est souvent une interface en fait, entre le remote sensing, donc les satellites qui voient la Terre, qui nous informent, qui nous donnent des hypothèses, et après, on peut aller tester. Après, si le programme se met en route, eh ben, le programme va lui-même générer des hypothèses. Et on peut imaginer, alors bon, bien sûr, il faudrait toute une organisation quand même pour faire ça. Et par exemple, que les marins qui sont bateaux à voile sachent que s'ils vont échantillonner là, il y a X chances que ça améliore le modèle, je ne sais pas. Bon, mais ça, c'est tout un rêve, en fait, qu'il faudrait mettre en route.
Vous avez vu, par exemple, les modèles là, que l'on voit montrer, là où on voit la dynamique de l'océan. Il y a plein de zones où il y a des tourbillons, par exemple. Et notamment une, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas remarqué, sous l'Afrique du Sud, des aiguilles, comme ça. Donc, il y a des tourbillons qui se forment dans l'océan Indien. Ça tourne sur soi-même, ça fait le tour de l'Afrique du Sud et ça voyage à travers l'Atlantique Sud. Donc, ça, c'est des systèmes qu'on voit avec les satellites, justement. Donc, c'est des choses qu'on arrive à voir. Et après, il faut aller sur place, échantillonner dans ces tourbillons, voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, il y a déjà eu des études un petit peu là-dessus. Le microbiome, la composition des organismes vivants à l'intérieur de ces tourbillons, ce n'est pas du tout la même que ce qui est à l'extérieur du tourbillon. Donc, on a un monde qui voyage dans un autre monde. C'est ça la complexité, un exemple de la complexité de l'océan, avec sa dynamique, le fait que ça bouge. Donc, alors en plus de ça, donc là, c'est une vision en 2D. Vous imaginez en plus une vision en 3D. Et justement, après, donc il y a la phase de l'expédition, la phase donc de l'expérimentation. Voilà, on fait des découvertes, on fait des analyses. C'est après quelle période, quelle est la période qu'on définit pour pouvoir mettre tout le résultat de ces différentes découvertes à la disposition du public, que ce soit déjà des données fiables et puis utilisables? C'est une question très, 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 très importante parce que j'ai fait un petit calcul. Je me suis amusé juste à voir qu'est-ce que ça coûte une mission océanographique classique sur un bateau, vous savez. Donc, un bateau océanographique classique, ça coûte 30 000 € par jour. C'est ça, hein, le prix. Et vous avez toute une phase de préparation. Alors, je dis pas du tout qu'il faut arrêter l'océanographie classique, au contraire. Mais je pense qu'il faut juste, c'est juste un complément, ce qu'on propose. Mais vous avez toute une phase de préparation qui dure en général 2 ans, qui implique plein de gens, des tonnes de paperasserie, des salaires d'administrateurs, etc. Vous allez récolter vos données sur l'océan. Vous faites en général une vingtaine de stations sur quelques semaines en mer. Et puis après, vous produisez les données. Et puis comme vous avez payé tellement cher le truc, vous devez justifier en fait la production de données. Donc vous allez les garder pour vous jusqu'à ce que vous les compreniez un peu et que vous les relâchiez dans des publications. Et en gros, il s'est passé 7 ans, 8 ans au minimum. Et puis en gros, ça coûte typiquement entre 15 et 20 millions. J'avais fait un petit calcul. Et donc voilà, ça c'est le rythme de l'océanographie aujourd'hui. Un peu, voilà. C'est entre 7 et 10 ans et 15-20 millions. Si on compte tous les salaires des administrateurs, des secrétaires qui vont en faire. Et donc ça, je pense, c'est quand même, c'est pas avec ça qu'on va. Et donc là, l'idée de ce projet aussi, c'est que, par exemple, les images du planctoscope, il faut trouver aussi un moyen, mais on a des outils développés à Villefranche, la Ecotaxa. Donc il faut tout de suite les mettre dans des bases de données publiques, qui sont publiques. Alors, il faut bien sûr mettre des données qui sont quand même d'une bonne qualité, avec aussi un degré d'incertitude, voir si les gens qui les ont récoltés. Enfin, donc, il y a toute une science du big data à prendre en compte, mais les outils existent aujourd'hui. Hein. En fait, idéalement, il faudrait une force comme Google. Hein, il faudrait un des problèmes de l'académie, c'est qu'on n'arrive pas à recruter quand même les ingénieurs du data. Hein. Les ingénieurs du data, ils sont soit à Google, soit dans le porno, en fait. C'est terrible. Hein. Sky. On est à Sky, là, aujourd'hui. Et je voudrais quand même modérer. quand même cette science frugale. C'est vrai, je pense que c'est tout à fait nécessaire et on est au début de quelque chose. D'abord, ce que je dirais, c'est que du point de vue de l'objet d'étude qui est la planète, elle a une surface, mais elle a aussi jusqu'à 12 km de profondeur. Et cette science frugale, pour le moment, et même je pense qu'il y a des enjeux de technologie, de développement qui, à cause des contraintes des environnements, font que c'est quelque chose qui est encore difficilement imaginable. Donc, on pourrait dire qu'il reste quand même des zones, des objets pour l'océanographie traditionnelle. Voilà, ça c'est clair. Le spatial, on ne peut pas considérer que c'est la science frugale. Et si on a besoin du spatial pour nourrir en quelque sorte la science frugale, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas l'un l'autre, c'est ensemble.
qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble. Bien entendu. C'est un petit peu comme les flotteurs versus les bateaux. Les flotteurs, ils vont pouvoir mesurer 5, 7 variables écosystémiques importantes. Les bateaux, ils vont pouvoir mesurer des centaines et des centaines. Donc, ce n'est pas tout à fait la même question aussi auquel on s'adresse. Juste là, ouais, en fait, juste pour, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense qu'entrer dans la complexité, je pense que l'urgence, c'est de comprendre au moins un écosystème. Tu vois ce que je veux dire, mais bien. Parce que pour moi, le plancton, c'est un peu la drosophile de l'écosystème. C'est-à-dire que le plancton de surface, il est très important parce qu'il fait l'interface terre-mer. Tu vois, je pense qu'on a énormément à apprendre de comprendre déjà bien l'écosystème. Mais en effet, après, c'est évident que c'est qu'une toute partie. En fait, il ne faut pas oublier que l'écosystème de surface, il est nourri de deux choses. Un qui vient de l'espace et un qui vient du fond de la mer. Si le mélange vertical qui ramène les nutriments des profondeurs jusqu'en surface n'est pas fait, l'écosystème de surface ne sera pas le même que s'il est bien fait. Et donc, il y a des connexions, une connectivité importante, ce qui fait que je pense que oui, c'est important actuellement parce qu'on vit à la surface des océans, parce que les poissons se nourrissent à la surface des océans, bien que maintenant, on se dit on va aller pêcher les couches mésopélagiques, c'est-à-dire les couches du milieu des océans, pour nourrir la planète. Donc, je pense que c'est ensemble. C'est comme ça que ça doit être travaillé. Pour les données, quand les recherches sont financées par des structures publiques, européennes, nationales, elles doivent être disponibles au moment où elles sont prises. Donc, les données brutes sont disponibles. Dans moins de 2 ans, elles doivent être stockées dans un système de base de données international. C'est ce qu'on appelle la directive FAIR, FAIR, qui est une directive qui oblige les scientifiques, lorsqu'ils vont obtenir des fonds publics, à mettre les données publiques d'une façon. Oui, mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe, là, tu sais bien. Tu vois, en général, on les libère à la publication. Ouais. En tout cas, ce qu'on libère à la publication, souvent, c'est pas la donnée brute, c'est la donnée brute plus toute l'intelligence qui a été mise derrière, en fait. Oui, mais justement. Ouais. Colombo. Ouais, d'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 interventions. Et donc, il y aura d'autres débats, je pense, d'autres endroits pour qu'on discute de tout ça. En tout cas, on a besoin du CELSA pour mettre tout ça en histoire, quoi. Ça c'est évident. Ouais. Je pense que sur Bougainville, de temps en temps, on pourrait faire embarquer, peut-être pas sur toute la mission, mais carrément. C'est vrai. Demandez à Christophe, il n'y a aucun problème, je pense. Ok. Au revoir. Au revoir à tous. Merci encore. Merci.